on va se faire une petite session. On va parler d'achat de backlink, on va parler d'obtention de backlink. On va voir comment tout a changé depuis le leaks Google, comment beaucoup de choses ont changé dans ma manière d'approcher la chose. Mais avant ça, pour comprendre comment tout a changé, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Je voulais vous demander quelle était votre première fois. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais pas, avec qui j'ai fait ma première fois. J'ai pas payé pour faire cette première fois. J'avais 21 ans, donc j'étais relativement jeune, vieux, je sais pas, ça dépend de quoi on parle. Et elle m'a permis de faire le malin un peu devant mes copains. J'y connaissais pas grand-chose, honnêtement, mais j'étais content de faire ma première fois. Je parle évidemment d'obtenir des backlinks. Je ne sais pas ce que vous aviez derrière la tête, messieurs, dames, mais voilà, c'était lors d'un concours SEO. J'avais 21 ans, je découvrais tout juste le SEO. J'avais un concours SEO avec ma classe. Et il y a Alan Cladix, premier gros SEO que je rencontre, qui est grand fan de concours SEO et qui me dit, bah, écoute, voilà, on a plein de sites pour faire des liens et tout ça, je vais t'envoyer des backlinks. Et donc, il m'envoie des backlinks, il me les offre parce que je suis étudiant. Notre groupe gagne, voilà, je découvre ma passion pour le SEO à ce moment-là. Et je fais le malin devant mes copains en expliquant que voilà, j'ai obtenu des backlinks. J'avais fait ma première fois, j'étais content. Mais c'était pas vraiment une vraie première fois. Maintenant, je vous parlais de ma vraie première fois. Cette fois, elle était un peu plus réfléchie. Cette vraie première fois, elle était un peu plus réfléchie. C'était pas quelque chose de spontané comme ça. Voilà, j'avais eu le temps j'avais regardé des vidéos pour apprendre à le faire cette fois. Toutefois, cette première fois, je l'ai faite en public et j'ai ranké. Honnêtement, c'était efficace. J'étais content. J'ai pas attendu très tard pour recommencer. Cette première fois, cette vraie première fois, cette première fois où j'ai payé, c'est une fois où j'ai acheté des annuaires. J'ai acheté des annuaires sur iReferrer. J'avais regardé une vidéo de Romain Micula et Julien Gimez, voilà, qui à l'époque avait fait le cas Baby Cook. On devait être en 2018 à peu près, la vidéo devait avoir quelques mois. Et il disait que les annuaires, c'était efficace. Donc j'achète des annuaires, moi aussi, voilà, pour faire comme les grands. Et ça a fonctionné, en fait. J'ai ranké, c'était un site qui s'appelait SEO-Bordeaux. C'est la première fois que je rank. Grâce à des annuaires et des backlinks que j'ai achetés. Donc là, je me disais, putain, ça c'était ma vraie première fois, je me suis senti puissant, j'ai senti que cette première fois m'avait donné quelque chose. Et j'ai pas attendu, en fait, ça a pris 6 mois quand même avant de ranker, hein, quand tu crées un site, le temps de le faire, etc., que les choses se fassent. Et donc, j'ai pas attendu de ranker pour recommencer. J'étais déjà tombé dans la marmite, j'étais déjà amoureux de ça, j'adorais le faire. Et donc, quelle était la première fois où je l'ai fait avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est une grande question. Et il y a des gens qui m'ont payé pour que je le fasse. Donc là, cette fois, voilà, il y a quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit, j'aimerais bien que tu le fasses pour moi, j'aimerais bien que tu le fasses sur moi. Et je suis prêt à te payer pour que tu le fasses. J'ai pris beaucoup de plaisir en le faisant, en lui achetant des liens, bien évidemment. Et donc, j'ai acheté des liens à ce client. C'est la première fois que je le faisais pour quelqu'un d'autre. J'étais content de le faire. Et comme j'étais en train de le faire, j'étais en train d'acheter des liens. Là, j'étais en train de me dire, purée, mais j'aime vraiment ce que je fais. Je sentais une passion que j'étais en train de découvrir. Et j'ai compris que je pouvais en faire mon quotidien, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais je pourrais acheter des liens toute ma vie, quoi. J'adore ça, c'est vraiment cool, quoi. Et petit à petit, je me suis dit, ok, bon, moi, j'y connaissais encore rien, j'étais encore un vrai nulos et tout, mais j'apprenais petit à petit. J'apprenais, je progressais. C'était l'époque où j'étais, personnellement, et la France entière, honnêtement, obsédé par l'ETF. Pourquoi est-ce qu'on a été obsédé par le TF? C'est une bonne question. Je ne sais pas qui c'est qui a commencé cette obsession du TF, mais être obsédé par le TF, quand on commence à faire du lien, c'est assez rassurant, hein. Enfin, quand on y pense, TrustFlow, la définition exacte de TrustFlow, c'est le flux de conscience, quoi, tu vois, le flux de confiance. Donc, c'est vraiment, c'est cool, ça fait plaisir d'acheter du lien sur du TrustFlow. Majestic a l'air d'être une entreprise sérieuse, c'est une entreprise anglaise, etc. On se sent sérieux quand on achète sur du TrustFlow. Donc, tout le monde faisait ça. J'achetais mes premiers expirés, voilà, ça faisait 1 an et demi que je faisais du SEO, j'achetais mes premiers expirés. Je vendais du lien, etc. Des petits trucs comme ça. Je les achetais que sur TF. J'avais des sites, ils avaient 2 RD et ils avaient 30 TF, donc je les avais achetés. J'avais des sites, voilà. Tout était fait sur le TF. J'étais fan de TF, comme toute la France d'ailleurs à l'époque. Le TF avait construit toute cette confiance, et puis il y a Jérôme Pasquelin qui est arrivé et qui a détruit toute cette confiance. Il a détruit toute ma confiance envers ma méthode, le link building, parce qu'il a expliqué avec une vidéo comment est-ce qu'on pouvait manipuler le TF. Là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, là, je suis en train de me faire couiller depuis des années. Donc là, j'étais vraiment dégoûté. Et du coup, je suis arrivé dans une nouvelle ère, entre guillemets. Nouvelle ère de netlinker, comme on dirait en France. C'était ma vie cachée d'échangiste. J'étais devenu échangiste échangiste de liens, hein, évidemment, sur les groupes Facebook. J'allais sur les groupes Facebook. Je montrais les quelques expériences, les quelques expirés que j'avais. Et j'échangeais du lien. Et à cette occasion-là, en fait, à cette époque-là, j'ai rencontré plein de SEO, plein de gens, des gens qui étaient, voilà, on était juste là pour un truc très pragmatique, on voulait échanger ensemble.
Et j'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai discuté un petit peu, juste pour un échange, puis que j'ai re-rencontré plus tard, bien plus tard, dans ma carrière de SEO. En rééchangeant sur Facebook, je me suis rendu compte que j'avais déjà échangé avec eux 4 ans plus tôt pour un échange de liens. C'était toujours drôle. J'ai commencé à gagner un petit peu plus d'argent. Je faisais de la sous-traitance pour une agence qui me disait vas-y, voilà, envoie des liens, etc. Donc là, j'avais d'autres notions qui commençaient à arriver petit à petit. J'avais la thématique qui devenait de plus en plus intéressante. Je me disais que la thématique était importante en SEO. Et il y a un moment où, voilà, dans cette partie vie cachée, dans cette partie où je faisais un petit peu de freelance à côté de mes études, j'ai été payé pour des conseils. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment votre manière de voir les choses, assez simplement parce qu'il y a une agence web qui avait des clients. C'était son business, ils étaient 3 dans l'agence, ils m'ont payé pour des conseils en netlinking. Ils m'ont dit, voilà, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que notre site en netlinking il s'améliore, etc. Et là, c'est vraiment un truc où j'ai shifté parce que si on me paye pour des conseils, si quelqu'un, un adulte, parce que j'étais encore un enfant, est prêt à me payer pour un conseil, c'est que j'ai la connaissance, quoi. Et là, vraiment, je me dis, mais je suis un petit génie du netlinking, en fait. J'ai tout compris, c'est bon. J'ai la connaissance et c'est vraiment, vous voyez le Dunning-Kruger qui est en train d'arriver. Je suis au top du Dunning-Kruger, je suis au top de la courbe d'apprentissage. J'ai l'impression que je suis un génie, ça fait 6 mois que je suis dedans. Vous sentez que ça va mal tourner, mais j'ai l'impression d'être ce génie que je ne suis pas du tout. Et ensuite, du coup, arrive la fin de mes études, je décroche mon premier vrai travail en SEO. Et là, il y a quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience qui m'apprend comment faire tout ça, qui me donne ses expériences, qui me fait part de ses expériences. Donc, je suis dans ma vie méditerranéenne à Malte. On profite bien. Julien en parlait tout à l'heure, cette belle île qui est l'île de Malte. Et donc, j'ai une personne, Romain Micula, en l'occurrence, qui est en train de m'apprendre des choses. Ce qui est super intéressant, c'est que je vous en ai parlé il y a 1 an et demi, donc on va dire 18 mois plus tôt dans mon expérience, dans ma vie. Il y a Romain Micula qui était déjà la personne dont j'avais regardé une vidéo sur YouTube et qui m'avait dit que le TF c'était important et qu'il fallait acheter des expis et qui avait commencé à m'engrainer dans le SEO et à me faire acheter, vendre du lien. Donc, on est quand même sur… c'était un acte originel qui était la rencontre de cette vidéo. Et maintenant, cette même personne, elle est en train de m'enseigner à acheter du lien. Et voilà, qu'est-ce qu'il me dit cette personne? Qu'est-ce que me dit ce chef? Et elle me dit, tu dépenses pas assez, Léo. Faut dépenser plus. Faut que tu claques plus d'argent. Tu mets pas assez d'argent. Donc, je me dis, OK, voilà, je commence à dépenser plus. On m'enseigne le détail aussi. Il m'apprend plein de choses, plein de finesses, plein de détails. Voilà, des théories sur du PageRank interne. Il m'apprend plein de méthodes. Il m'apprend plein de typologies de liens. Je découvre, notamment les liens positionnés. Je découvre les liens en homepage. Je découvre le relinking, je découvre un concept, le PBN, que j'avais déjà globalement de loin, mais pas dans les échelles que je découvre à Malte. Et donc, mon univers s'étend énormément. Ça s'étend et c'est dans tous les sens. Et je me dis, wow, mais c'est complètement fou, cette manière qu'on peut avoir d'acheter du lien. Je découvre une typologie de lien que seules certaines personnes connaissent, je pense, et parce que c'est pas, je pense, une très bonne manière d'acheter du lien, mais le guest post qui est linké depuis l'homepage, donc l'article linké en permanence depuis l'homepage. C'est des trucs comme ça que j'apprends. Je découvre plein d'outils aussi. Et je commence à créer des théories. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé créer beaucoup de théories. Et là, à ce moment-là, j'avais déjà des micro-théories avant, mais elles étaient un peu nulles, honnêtement. À l'époque du TF, mes théories étaient vraiment moisies. Et là, je commence à avoir des théories où même quand je les regarde maintenant, je me dis, elles n'étaient pas débiles, honnêtement. Et j'arrive avec une théorie que j'appelle la théorie des moyennes. La théorie des moyennes, c'est que une métrique, Jérôme Pascolin me l'a enseigné, elle peut être faussée. On peut manipuler le TF. Si vous allez faire un tour sur Fiverr, vous allez vous rendre compte qu'on peut manipuler toutes les métriques. On peut manipuler le DA, on peut manipuler le DR, on peut manipuler le CF, le nombre de RD, tout est faisable. Vous discutez un peu avec les gens, vous vous rendez compte que, grosso modo, on peut tout manipuler. C'est pas très compliqué. Ça demande même pas beaucoup d'argent, honnêtement. Il y a les Indiens qui le font super rapidement et super efficacement. Donc, je me dis toujours qu'une métrique, elle est fausse. Si on la regarde seule, elle est à côté de la plaque. Je me rends compte qu'une paire de métriques, si on regarde 2 métriques, donc TFCF par exemple, un grand classique, c'est le duo de chez Majestic, il y a des chances pour que cette paire-là, elle fonctionne pas mal. Parce qu'en fait, peut-être qu'il a manipulé le TF, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à manipuler le CF, et vice-versa. Donc, si on a une paire de métriques qui sont un peu élevées, c'est OK. Pour acheter du lien, c'est sûrement un peu mieux déjà que de regarder que le TF. Et en fait, je me rends compte après, mais ouais, parce que je suis dans le monde du travail, je me rends compte, il y a des devs à côté de moi, des fois ils sont nuls. Et du coup, je me dis, bah ouais, mais peut-être que leur équipe de dev à Majestic, ils sont nuls. Donc potentiellement, on va croiser avec d'autres outils. Et là, je me dis, OK, si on manipule une métrique, OK, 2 métriques, pourquoi pas, un outil, pourquoi pas, 2 outils, ça me paraît compliqué, tous les outils en même temps. Si tout le monde est manipulé, c'est
sûrement que Google est manipulé aussi. Et du coup, à ce moment-là, voilà, je regarde, je fais des filtres, un peu des systèmes de filtres. Je veux qu'il y ait au moins 5 DR, 5 TF, 5 CF, 5 DR. Je mets des systèmes de filtres dans tous les sens, tout est filtré. Il y a l'arrivée de Babar aussi, et je deviens très émerveillé avec Babar. J'ai envie d'utiliser leur métrique tout le temps, etc. Donc là, voilà, j'étais dans un moment où je me suis dit, je vais acheter que des choses moyennes, mais je suis sûr que je ne me ferai pas manipuler. C'était un peu la théorie des moyennes. C'était un moment dans ma vie de personnes qui achètent du lien. Et j'achetais beaucoup avec des théories de moyenne, voilà, un minimum de trafic, un minimum de keywords, un minimum de tout. J'avais un espèce de filtre où voilà, je me disais jamais, bah ouais, mais il n'a pas cette métrique. Ensuite, il y a une phase qui arrive et qui change un peu ma vie d'acheteur de liens ou de faiseur du lien, de constructeur de liens. C'est la première fois qui fait mal, comme on pourrait dire. C'est la première fois, celle-là, on s'en souvient tous aussi. Hein. Si vous l'avez, j'espère qu'elle vous est jamais arrivée. C'est la fois où vous vous connectez, vous allez sur Google Search Console et vous voyez un petit panneau rouge. Et cette fois-là, elle m'est arrivée aussi. Elle m'est arrivée en novembre 2020, je crois, à peu près. Je sais que c'était en novembre, je ne sais plus si c'était 2020 ou 2021. Mais voilà, novembre. Et qu'est-ce qui se passe pour vous raconter l'histoire en 2-2, update Google, le PBN sur lequel on faisait tenir nos gros sites, des ranks, etc. Je me dis, vas-y, je vais essayer de faire des modifications parce que les sites qui ont plus de trafic, qui ont des rankés, peut-être qu'ils sont pénalisés, on n'en est pas sûr. Donc, je vais faire des modifications de liens pour que la pyramide revienne sur la pyramide de T1, T2, T3 revienne sur un truc de cohérent, etc., etc. Je modifie pendant un mois des liens, des encres, du texte. Je relink, je délink, etc., etc. Et un mois après, on se fait pénaliser parce que je faisais n'importe quoi. Vous n'êtes pas censé changer des encres dans tous les sens comme ça. Vous n'êtes pas censé changer des liens, avoir des T1 complètement interlinkés qui vont délinker puis relinker, etc. Donc au final, j'ai fait des choses qui étaient bien trop dangereuses. C'était super visible, c'était super facilement identifiable de savoir tout ça, que c'était un SEO qui était en train de faire le bordel derrière. Et donc cette première fois, elle a été violente. C'était une première fois qui fait mal. C'est pas une première fois qui est agréable, mais elle est importante dans la vie de quelqu'un qui fait du lien parce qu'elle vous apprend à ralentir un peu. Ensuite, j'ai toute une phase, je change de marché, je change de site, je commence à, voilà, j'ai des plus gros budgets, on grossit, voilà, chef d'équipe un peu, et là, je commence à conscientiser comment est-ce qu'on fait pour faire du bon lien, quoi. C'est la question que je me pose, en fait, tous les jours. C'est quoi le meilleur lien? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le meilleur ROI sur les liens? C'est quoi un bon lien? Et en fait, j'en achète beaucoup. J'achète énormément de liens à ce moment-là. Enfin, on est plusieurs milliers d'euros, quoi, par mois, tous les mois, depuis plusieurs mois. Je suis dans une phase où j'achète. Et je doute, en fait. Je doute énormément, je doute de tout. Parce qu'on doute de chacune des métriques. On ne sait pas c'est laquelle la bonne. On doute de la thématique. On doute de plein de choses. Parce qu'on voit des exceptions. Je vois des exceptions tous les jours. Je vois des sites qui rankent sans lien. Je vois des sites qui rankent avec un seul type de lien. Je vois des sites qu'on fait sans lien un jour, qu'on n'a jamais fait depuis, qui rankent encore, etc. Toutes les règles que je connaissais, qu'on me dit, en fait, que les gens me disent sur Twitter, sur Internet, sur YouTube, etc., je vois des exceptions tous les jours. Et ça me fait mal au cœur et ça me fait dire qu'il n'y a pas de règles et je ne sais rien, en fait. Alors je suis sûr de rien, il n'y a vraiment rien qui est sûr, même si j'ai déjà déposé 150 000 euros de lien. En fait, voilà. J'ai fait mon expérience et je suis sûr d'un truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est sûr. Mis à part qu'on a tous besoin de liens pour ranker. Ça, on en est sûr et certain. Mais lequel est le meilleur lien, ça, on ne sait pas. Donc, on fait un peu des théories quand même sur les prix, etc. Et je ne suis pas le seul. Hein. Dans ce cas-là, les gens avec qui je travaille, mes collègues, mes confrères, ils sont tous dans la même situation. Ils disent tous, on n'en sait rien. Voilà, j'ai vu Edwin tout à l'heure qui était connecté dans le chat. J'en ai parlé avec lui dans une vidéo YouTube et il me disait la même chose, mais on ne sait rien. On ne sait pas ce qui fait un bon lien. Et c'est impossible à savoir et c'est très compliqué. Ça fait mal au cœur. Parce qu'on doit dépenser beaucoup d'argent. Là, c'était pas le mien, mais maintenant, c'est le mien. Il y a des fois où c'est le nôtre, il y a des fois où c'est pas le nôtre. Mais on doit avoir un ROI qui est optimal sur cet argent et ne pas savoir et savoir qu'on est potentiellement en train de gâcher cet argent, ça fait très mal au cœur. J'arrive dans une phase de ma carrière où je commence à enseigner. Ça, c'est la nouvelle phase de ma carrière. Je suis chef d'équipe, j'ai 2-3 personnes dans l'équipe et donc je commence à les manager. Et là, je passe plus de temps à leur expliquer comment acheter des bons liens, à vérifier que les liens qu'ils ont achetés sont des bons liens, qu'à acheter du lien moi-même. Le truc, c'est que pour enseigner quelque chose, il faut le maîtriser. Et en l'occurrence, l'achat de liens, on en a parlé, je viens de vous le dire, je suis sûr de rien. Donc, enseigner quelque chose dont on n'est pas sûr, c'est très compliqué. Mais bon, je le fais quand même. Je définis des règles. Et il y a Pablo Picasso qui est une citation que j'adore, qui est « apprendre les règles comme un professionnel pour les briser comme un artiste ». Et donc, je commençais par expliquer les règles à mon équipe pendant un mois. Je les faisais acheter des liens que sur les règles. Et ensuite, je leur disais, ce lien-là, par exemple, pourquoi est-ce que tu ne l'achèterais pas? Et il va me donner, bah non, il y a cette règle qui dit que. Et je dis, mais tu sais quoi? Tous les autres signaux et facteurs et indices nous disent que ce lien-là est excellent, on l'achète quand même. Et donc voilà, je leur apprenais les règles et je leur apprenais à briser les règles. J'avais un jeu
que j'adorais pour enseigner la construction du lien, l'achat de lien. C'est un jeu que je vous conseille très fortement si jamais vous enseignez à quelqu'un l'achat de lien. C'est le jeu du juste prix. Et donc, assez simplement, je sortais un lien, je l'envoyais à toute l'équipe, je leur disais, vous avez 5 minutes d'analyse et vous me dites, après 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, voilà, combien vous êtes prêts à payer ce lien. C'est quoi votre prix max pour ce lien? Et ça permet de définir et d'expliquer et de rentrer dans la tête des gens pour définir un ROI par rapport à des métriques et par rapport à des choses. Et de se dire, ça, c'est un lien qui est survalorisé, ça, c'est un lien qui est sous-valorisé, etc. Donc, en général, on faisait ça sur plein de liens, 5, 6, 7, 8 liens. Je leur envoyais, analysez-moi, donnez-moi les prix max. Je leur donnais mon prix max à moi, ça leur permettait de se régler progressivement. Et ensuite, on se disait, bon, bah voilà, le lien, il est sur telle plateforme, à tel prix. Est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on ne l'achète pas, considérant les prix max et prix minimum qu'on s'était mis. Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore de temps en temps. Je n'ai pas formé quelqu'un depuis quelques temps, mais à tout moment, quand je forme sur du link building, c'est mon jeu préféré. Donc, n'hésitez pas à jouer au juste prix du netlinking. Vous allez voir que c'est toujours un truc qui est assez intéressant. Et donc, on va parler des règles. Je vous l'ai dit juste avant, j'avais défini des règles pour expliquer à mon équipe. Voilà, telles étaient mes règles. Et donc, je vais vous expliquer un peu les règles. N'hésitez pas à regarder parce que ça, c'est beaucoup de règles sur lesquelles je suis encore un peu en partie d'accord. Vous allez voir qu'elles sont incohérentes, mais comme je vous l'ai dit, on est sûr de rien, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc, incohérence ou pas, dans tous les cas, bon, bah, on joue le jeu, quoi. Donc, je faisais plusieurs choses. La première chose, ma première théorie, ma première règle, c'est de rappeler aux gens qu'on achète une commodité. On achète du PageRank. C'est une unité de PageRank. C'est quelque chose qui s'interchange. Voilà, c'est pas quelque chose où les PageRanks sont différents. C'est comme quand on achète du Coca, qu'on achète 50 centilitres de Coca-Cola ou 2 litres de Coca-Cola, on achète le même Coca-Cola dans la bouteille. Donc, le but, c'est d'acheter cette commodité, le PageRank, ce produit, voilà, cette entité, la moins chère possible. Le but, c'est d'avoir un rapport quantité-prix. Comme quand on achète notre pack de Coca, on sait que si on achète la bouteille de 2 litres, il va être moins cher au centilitre que si on achète la bouteille de 50 centilitres. Donc, en gros, le but, c'est d'avoir le PageRank au moins cher possible. C'est ma théorie, c'est mon objectif à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit aussi, le but, c'est de diminuer les risques de mauvais investissements. Une de mes plus grosses hantises, c'est de dépenser de l'argent et que ça ne rentre pas. En fait, assez simplement, c'est la hantise de beaucoup de gens, hein, honnêtement. Les gens, ils ont plus cette hantise-là que l'hantise d'être pénalisé. Ils ont vraiment la hantise de se dire, putain, est-ce que je ne suis pas en train de claquer du pognon dans le vide, quoi? Est-ce que je ne suis pas en train de dépenser un argent inutile? Et ça fait un peu serrer des dents parce que c'est très difficile d'avoir des bonnes informations sur le lien, étant donné que, grosso modo, le lien, comme je vous l'ai dit, j'ai beau dépenser beaucoup d'argent en lien, j'avais toujours pas de bonnes informations à délivrer. Donc, c'était des théories, des grandes règles que j'essayais d'avoir. J'avais une théorie qui était le fait que la qualité du contenu, elle influençait pas le PageRank qu'on tirait d'un spot. Assez simplement, je suis sur un site, si je fais un bon contenu ou un mauvais contenu, si je fais un contenu rédigé humain, le gars il a mis du bon contenu et tout, ou alors un contenu crappy rédigé à la vite fait, qui est un espèce de copier-coller d'un autre truc, tant qu'on n'est pas dans du contenu dupliqué, etc., c'est OK. Pour moi, ça n'influençait pas la qualité du lien. Donc voilà, j'étais un peu en mode, on envoie du contenu un peu pété, c'est pas très grave. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ont plus peur, à mon avis, de dépenser de l'argent dans le vide que de la pénalité. Parce que ceux qui font de la pénalité, d'ailleurs, on en parle rarement, hein, ils sont juste là à pas faire de lien, et puis voilà, c'est réglé. Moi, j'ai notamment cette théorie qu'on ne peut pas se faire pénaliser sur le lien, à part si on touche un PBN, parce que je reviens d'une expérience négative sur le PBN, comme vous avez pu le savoir. C'est d'ailleurs pour ça, hein, en partie, qu'à l'heure qu'il est, je mets plus en avant et je souhaite plus pousser des stratégies de PBN parce que je trouve que c'est des stratégies qui sont trop compliquées à maintenir. En fait, il y a un moment où on ne sait plus si c'est positif ou négatif. Donc voilà, si je dis aux gens, si tu n'abuses pas sur les encres, tu fais pas de PBN, tu risques pas. Théoriquement, Pingouin 4 depuis 2016, ça nullifie les liens, etc. Ils sont pas comptés, c'est pas un truc, il n'y a pas de lien négatif. C'est un concept qui n'existe pas. C'est les Américains qui sont toxiques avec ça, mais il faut pas y penser. Donc voilà, j'ai ce truc-là dans un coin de ma tête. Je dis aux gens, il n'y a pas de lien négatif. Si tu achètes les liens les moins chers, soit tu fais une bonne affaire, soit ça fait rien. Bon bah écoute, voilà. Du coup, j'aime bien les liens pas chers. Vous le saviez à l'époque déjà, et c'est déjà quand tu fais le rapport qualité-prix, quantité-prix, bah voilà. Les métriques que j'aime bien le CF. J'aime bien le CF parce que Rémi Nestasio, il m'avait convaincu de bien aimer le CF. Donc voilà. Là, vous allez voir, hein, c'est pas cohérent. J'adore le TTF alors que je déteste le TF. Bon, ça rime pas à grand-chose, étant donné que les deux se manipulent aussi facilement l'un que l'autre. J'aime bien le nombre de RD parce que je sais pas, mon chef Romain Micula, il m'a dit que le nombre de RD c'était important, donc je suis matrixé par le nombre de RD. J'aime pas encore trop le DR de Href, mais je me dis que quand même c'est un peu intéressant. Le trafic c'est ok, mais pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est capital et vous allez comprendre juste après. Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous allez aussi voir à la fin que ça a changé. Et enfin, pour moi, la langue et la thématique, c'est des modulateurs. C'est-à-dire que vous achetez, voilà, vous êtes dans les jeux d'argent, vous achetez un lien sur un site qui parle de jeux d'argent en français, vous êtes sur les jeux d'argent en français, vous récupérez 100% de ce que vous deviez récupérer. Vous achetez un lien jeu d'argent en anglais, bah, vous récupérez que 70%. Mais vous récupérez quand même un peu. Si vous achetez un lien généraliste en français, bon, bah, ça sera aussi que, je sais pas, 60% par exemple. Donc en gros, pour moi, c'est pas négatif d'acheter sur une autre thématique. C'est juste que ça casse une partie du PageRank qu'on récupère. Et donc, il faut que le prix soit adapté en conséquence pour avoir un prix qui soit voilà, au moins 60, 70, 50, 60, 80% moins cher pour qu'on fasse une bonne affaire. Pourquoi est-ce que j'aime les liens sans trafic Comme Brad Pitt dans Moneyball, moi je pense que notre métier c'est de trouver des pépites qui sont sous-valorisées. C'est comme ça qu'on a le meilleur ROI en fait. Et Brad Pitt dans Moneyball, c'est comme ça qu'il a le meilleur ROI. Il trouve les gars qui font des trucs chelous et il se dit ok, je recrute tout cela. Donc nous, notre but en link building, c'est de faire la même chose pour choper tous les liens un peu chelous qui font qu'ils sont pas chers et qu'on peut les acheter à pas cher et avoir des super perfs à pas cher. C'était ma théorie. Et pourquoi j'aime bien les liens sans trafic? Parce qu'ils sont survolés, personne n'a envie d'acheter un lien sans trafic, parce que ça peut être pénalisé, etc. Mais voilà, un site, pour moi, un site qui a pas auquel on n'a pas donné sa chance, on ne lui a pas mis du bon contenu dessus, etc. En grande quantité, bah, il ne peut pas faire de trafic. Donc le but, moi, à un moment, ma strat de spot des sites qui étaient un peu genre cheap. Le trafic, je regarde, il n'y a que 4 articles tout pétés répartis sur un an. Ok, on achète parce qu'en fait, les liens me disent que c'est un bon site. Le contenu me dit qu'il a pas eu sa chance pour du trafic et donc sous-valorisé. Donc là, on a un ROI qui est fort. Ça, c'est une théorie. Vous avez vu toute ma théorie 2022, grosso modo, pour l'achat de liens, qui était la théorie que j'avais avant que tout change, avant que tout soit chamboulé par les nouveautés, avant que ma nouvelle manière d'acheter du lien arrive. Petit échauffement avec le leak de Yandex qui arrive en 2023. Et là, on se dit, oh putain, dinguerie, leak d'un moteur de recherche. Bon, backlink Wikipédia, ils disent que c'est le jackpot. Ok, intéressant. Bon, c'est pas simple de faire de backlink Wikipédia, mais bon, merci. Ils disent qu'on peut pas aller au-dessus de 50% d'encre optimisée. Ils nous disent que la fréquence des backlinks, c'est important, etc. Ils disent plein de choses, mais il y a tellement de facteurs, c'est compliqué. Si je devais retenir un seul facteur du leak Yandex, pour moi, c'est le fameux facteur random. Dans le leak Yandex, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un facteur qui dit ça, c'est de l'aléatoire. Voilà. Ça, c'est juste pour que ça soit un peu plus compliqué pour vous de comprendre les résultats, pour que les SEO ils soient un peu fucked up, pour que les résultats ils varient un peu plus qu'on ne le pense. Ils ont un petit facteur random où ils donnent une petite valeur random aussi pour savoir toi tu as surperformé, toi tu as sous-performé. Et donc voilà, on dit toujours que le SEO entre collègues c'était aléatoire. Là, on avait la preuve for real. Fini l'échauffement. J'espère que vous êtes bien échauffés. J'espère que vous êtes chaud comme jamais parce qu'on arrive à l'instant, au moment qui est décisif. C'est le top départ. C'est la fuite de données de chez Google. Elle arrive en mai 2024. C'était il y a 5 mois. Donc, on est encore sur une actu qui est assez chaude, hein, mine de rien. C'est le premier leak SEO de Google. Donc, c'est la première fois que Google a vraiment une fuite de données, une fuite d'algorithmes, une fuite importante. Je voulais faire un petit remerciement d'abord aux gens qui nous ont permis de spot ça et qui l'ont vendu et qui l'ont fait voir à tout le monde. Erfan Azimi, c'est la première personne qui l'a spot, qui l'a vu, etc. Donc elle l'a vu, elle l'a analysé, elle a dit OK, leak Google. Elle l'a amené à Rand Fishkin, qui travaille chez SparkToro, qui est un très bon SEO. Voilà. Il regarde, il met la main sur le truc, Rand il dit waouh, là on a une dinguerie. Il a dit il va falloir faire exploser ça très fort. Et donc il va voir Michael King, qui travaille chez iPullRank. Tous des anglophones, hein. Et il dit à Michael King, OK, mec, dinguerie, ce qu'on a trouvé. Voilà, il lui fait voir le truc. Michael King fait un tweet, rapidos. J'ai une dinguerie, je travaille dessus tout le week-end, je vous envoie ça. Donc, prêt à faire le bail. Et il y a 2 gens SEO, qui est un gars qui s'appelle Dan, un Australien, qui lui envoie un message et qui lui dit je pense que je sais ce que tu as. Je suis tombé sur un leak Google il y a 1 an, en gros. Est-ce que c'est ça que tu es sur le point de révéler? Michael King lui dit oui, exactement. Et donc, 2 gens disent OK, bah, fais-le pas, surtout pas. Michael King dit bah non, mais mec, ça c'est une information trop importante pour le monde des SEO, faut qu'on le révèle. Et on est quand même, 2 gens SEO, je le mets dans le remerciement, mais c'est quand même un gars qui a gardé l'information du leak pendant 1 an tout seul de son côté. Ce qui fait que quand les articles sont apparus, 2 gens, il a pu dire non, attendez, je vous explique comment ça fonctionne, parce qu'il avait 1 an de data d'analyse, etc. Mais ce qui fait aussi que voilà, c'est un bâtard d'avoir gardé l'info pour lui en fait. Et il disait plus tard dans un article de blog qu'il était super deg d'avoir perdu cet asset, cette valeur, cette chose qu'il avait, qu'il était le seul à avoir et qui lui donnait un avantage compétitif. C'est compréhensible d'un point de vue business, mais bon, voilà. Pour le monde du SEO, je pense que c'est bien que ce leak est apparu. À savoir, vous allez le voir dans la suite, il y a beaucoup de data, de données dans ce leak, de fonctions, de valeurs,
de choses comme ça, mais il n'y a pas de pondération. Il manque énormément de choses pour savoir est-ce que c'est efficace. Et donc, il y a des fois où je vais dire, par exemple, petit spoil, les guest posts sont boostés vis-à-vis de l'insertion de lien. Mais on ne sait pas de combien ils sont boostés. Est-ce qu'ils sont boostés de 1%, 5%, 50%, 100%, 200%? On n'en sait rien. Donc, je vais vous dire des choses, des concepts. De là à vous dire que qu'il faut appliquer ça à 100%, etc. Tranquille, parce que y a quand même des pondérations qu'on n'a pas en tête. Et donc, même si on a des données et des choses qui sont apparentes, on n'a pas la pondération. Donc, grande question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce leak? Qu'est-ce qu'il y a dans ce leak? Grosso modo, il n'y a rien qu'on n'a jamais hypothéser. On a toujours, en tant que SEO, il fait plein d'hypothèses différentes. Toutes les hypothèses qu'on a fait, toutes les leaks, tout ce qui est dans le leak font partie des hypothèses qu'on a déjà fait. Il n'y a pas un truc où on se dit wow, complètement fou, on n'y avait jamais pensé. Tout le monde avait déjà pensé à tout. D'un autre côté, on se grosse la tête toute la journée. Tu m'étonnes, on fait 10 000 hypothèses. 90% sont fausses. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a quelques-unes qui étaient vraies. Le facteur que personnellement j'avais plus sous-estimé, c'était l'UX. Clairement, je ne croyais pas du tout en l'UX pour le SEO. Ça m'a donné tort. Et à l'heure qu'il est, je vois de l'UX partout. Donc, je ne sais pas si c'est un facteur qui a grossi ou si c'est simplement moi qui étais aveugle vis-à-vis de ce facteur. Ou peut-être même que j'étais dans un secteur où ce n'était pas le cas. Bref. Anyway, c'est le facteur que j'avais sous-estimé. On verra plus tard à quel point c'est important ou pas. Et on comprend mieux les systèmes internes grâce à ce leak. Il y a des systèmes internes qui sont plus complexes qu'on ne pourrait le penser ou qui sont juste aussi complexes qu'on pourrait le penser. Et on les comprend un peu mieux. Je vais vous faire voir rapidement. Là, par exemple, voilà, petit système interne, il y a Search Engine Land qui nous a fait plein de graphes. J'utilise beaucoup de leurs données, là, d'ailleurs, pour cette présentation. J'ai bouffé, d'ailleurs, des pages et des pages et des pages sur le leak pour la presse, chose que j'avais déjà fait à l'époque où le leak est sorti. Je l'ai refait à l'occasion parce que c'est important d'avoir des bonnes données, d'être fier de ce qu'on fait, quoi. Et donc là, indexation, typiquement, je ne vais pas vous en déblatérer plus dessus, mais là, tu vois que c'est des trucs qui sont pas simples. Ils ont un système d'indexation, ils ont un système seg indexer qui fait qui distribue le long terme, les auteurs, etc., et qui répartit tout en 3 disques durs. Et là, vous allez dire, comment ça, 3 disques durs? Data de ouf. Là, on attaque les choses qui commencent à être vraiment folles, je trouve, vis-à-vis du leak. Google révèle dans ce leak qu'on a 3 index qui sont physiquement séparés. Quand on dit physiquement séparé, c'est qu'on a 3 devices différents pour mettre l'information et pour indexer l'information. On a des flashs, donc des clés USB, pour mettre tout ce qui est super important et qui est mis à jour très régulièrement. Donc, c'est le système le plus rapide d'accès, le plus rapide de modification, c'est les flashs. C'est ce qui permet, ça coûte très cher par contre, mais ça permet d'avoir toute une partie de la donnée qui est très disponible, mis à jour très régulièrement. On a des SSD qui vont servir d'index secondaire et donc qui permettent de mettre tous les articles qui sont un peu moins consultés, un peu moins mis à jour, un peu moins crawlés, comme on le suppose aussi. Et enfin, les HDD, les disques durs standards. Là, c'est tout le contenu. Bon, il n'a pas été mis à jour depuis 20 ans. Là, dans l'index, on va le mettre ici parce que de toute façon, il ne bougera probablement pas dans les prochaines semaines, prochaines années. Il est peu crawlé, il n'y a pas de visite. Le contenu, on s'en fout un peu. 90% du contenu de Google, mais bon, voilà, c'est le truc où ils doivent le mettre quelque part parce qu'ils l'ont vu de toute façon et ils l'indexent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis 2020, on a eu pas mal de problèmes d'indexation. La question de pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes d'indexation, à mon avis, elle vient en partie de ce concept des 3 index. Je pense que c'est des problèmes qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils avaient un peu leur système d'index. Il doit y avoir 2 systèmes peut-être et ils étaient un peu en train de mouliner entre tout ça. Et petit à petit, en fait, depuis 2020, ils sont obligés d'étendre le système d'index. Ils sont obligés de passer des contenus, à mon avis, parce qu'ils se rendent compte que les limites qu'ils ont mis, elles sont pas bonnes pour tout mettre dans un index ou tout mettre dans l'autre. Donc, ils sont obligés de modifier leurs limites et donc ils sont obligés de déplacer des choses dans l'index. C'est pour ça qu'on a de la désindexation. Parce qu'il y a des pages qui, à mon avis, ne passent pas d'un index à l'autre. Ou alors, elles passent de l'index primaire, par exemple, l'index flash, à l'index peut-être SSD, voire même HDD, donc le pire. Et potentiellement, en fait, Google, il n'arrive pas à tout retrouver ce qu'il y a dans cet index. C'est trop le bordel. Donc pour moi, tout ça, les indexations, les filtres 4 pages, je pense à Julien Jiménez qui a pas mal parlé des filtres 4 pages à une époque, parce que, à mon avis, c'était quelque chose qui était lié au fait que Google, il considérait que le site était un site moyen. Le site, globalement, on va le mettre dans le SSD. C'est un site SSD, et donc tu as un peu des bugs d'indexation, c'est pas terrible, etc. Et donc, ça donne cet effet-là. Et je pense que tout ce qu'on a eu sur l'indexation et ce concept de triple index vont très bien ensemble et très fortement ensemble. Maintenant, la grande question qu'on va se poser, c'est il y a 3 index. Il y a un index golden, le meilleur de tous, le flash. On va aller dedans. Le but, c'est d'aller flasher du lien. On va aller mettre du lien en flash.
Le SSD, on va essayer de ne pas l'avoir et le HDD, maudit comme index. Donc, comment est-ce qu'on fait pour flasher, pour avoir des liens golden, pour aller dans l'index golden? Je vous ai fait un petit exemple d'insertion de lien parce que l'insertion de lien, ça peut être une manière d'aller dans l'index primaire à coup sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans l'index primaire? En fait, c'est une grande question qu'on doit se poser. Il y a les pages qui sont mises à jour très régulièrement, qui sont fréquentées très régulièrement, qui sont crawlées très régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pages qui font du traf, grosso modo. Donc, imaginons que, par exemple, vous alliez sur Linka Vista, qui fait de la page positionnée. Vous allez chercher de la page positionnée. Vous mettiez un petit filtre. Là, en l'occurrence, j'avais mis le mot-clé argent. Et vous pouvez mettre un petit, voilà, un fil de trafic. J'ai mis au moins 150, 147 en l'occurrence. Visite minimum sur l'URL. Si vous prenez cette URL-là, cette URL, elle fait 170 de traf à l'URL. Elle coûte 20 euros. Pour 20 euros, vous êtes sûr pas que vous avez un lien indexé. Vous avez un lien qui est patate. Tu vois. Le lien, il est dans l'index primaire, on en est sûr, et il ne va pas bouger tout de suite parce qu'il faudrait qu'il déranque fort avant qu'il sorte de cet index. Donc, si vous faites du lien positionné sur des pages précisément qui génèrent beaucoup de trafic sur l'URL, dans ce cas-là, ces pages-là, elles ont un peu ce garantie de passer dans l'index golden, dans l'index primaire, dans l'index flash. Et ça, pour moi, c'est alors qu'il est la meilleure manière d'acheter du lien, honnêtement. En France, ça commence à être un petit peu valorisé normal, tu vois, mais il y a encore des très belles perles dans l'achat de liens positionnés. Faut pas acheter des liens sur son mot-clé, etc., parce que c'est un peu trop tricky. Faut acheter du lien qui est connexe et qui a du traf. Et ça, si vous faites ça, je l'ai fait en anglophone, par exemple, il y a des trucs de fou furieux à faire parce que les anglophones, ils n'ont pas trop conscience de ça. Et on peut faire des choses super intéressantes. Les plateformes ne sont pas encore très bien faites pour ça, mais il y a des potentiels énormes. C'est quelque chose que j'ai fait récemment, ça a bien fonctionné. Achat de liens positionnés directement avec du traf sur l'URL, c'est quelque chose qui est très puissant, à mon avis, parce que index primaire garanti. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'index primaire? Dans l'index primaire, vous le savez, il y a du Google News. Parce que Google News, ça indexe en 3 minutes. Si on indexe en 3 minutes, c'est qu'on est sur du flash. C'est sûr, le site complet, il est sur du flash. Il est sur quelque chose qui va très vite. Donc, Google News, c'est sûr, on est sur de l'index primaire. Comment est-ce qu'on fait pour acheter du lien Google News? Bon, bah voilà, ils ont une petite case à cocher pour du Google News. À rappeler, la manière de filtrer le Google News de Referrer, elle n'est pas top. Donc, voilà, la petite méthode pour détecter qu'un Gnews est un vrai Gnews, etc. Il y a le domaine.com. Vous mettez le début d'URL, vous mettez une étoile. Je ne suis pas un expert de Google News. Si vous demandez à des experts de Google News, ils sauront vous le dire plus précisément quelle est la bonne méthode. Mais je crois que cette méthode, elle marche bien. Vous allez dans l'onglet Actualité, vous voyez si votre URL est indexée. Si tout ça c'est coché, c'est que vous êtes sur un vrai Gnews. Et du coup, ça permet normalement de s'assurer. Ça va indexer super vite. C'est sûr que ton site, il est dans l'index flash. Donc, avoir des liens index flash, pour moi, maintenant, c'est le top du top. C'est super important. Et l'index flash, pour moi, il y a deux méthodes de la manière dont il est réfléchi. Il y a la méthode site. Donc, voilà, Gnews, on met tout le site en index flash. Ou il y a l'URL. Il y a des fois où tu as des sites complets qui vont être séparés entre l'index flash et de l'index secondaire. Enfin, voilà, des sites, des pages de bonne qualité qui indexent bien, qui marchent bien, et des pages qui indexent jamais, qui rament, etc. On le voit, hein, les pages avec un contenu de mauvaise qualité, etc., elles galèrent à indexer, elles sont pas terribles. Et donc, en fait, ça, c'est, à mon avis, des pages qui sont dans l'index secondaire ou tertiaire. Le but, c'est d'avoir que des pages qui vont être index primaire. Soit on a ça grâce au site index primaire, soit on a ça grâce à une insertion sur une page qui est à coup sûr index primaire. Je vous l'avais dit un peu plus tôt, les guest posts sont boostés comparé aux insertions de liens. Ça, c'est une data qu'on a telle quelle. Voilà. Dans le lead Google, on a un endroit où il nous dit un nouveau lien est plus puissant qu'un ancien lien. Je viens de vous dire de faire l'inverse, d'aller acheter sur des liens qui sont positionnés, qui font du trafic, etc. Mais Google nous dit qu'un nouveau lien est mieux qu'un ancien lien. Bon, bah ok, merci de l'information. Ça ne nous arrange pas, mais bon, c'est comme ça. C'est une information qui est droppée comme ça, on en profite, je vous la donne. Ensuite, il y a la question du Graal. Qu'est-ce que c'est le top du top du top du top? Le top du top du top du top, c'est un lien qui est cliqué. C'est quelque chose qui est cliqué en général assez simplement parce que on le sait maintenant, Chrome est utilisé pour traquer les données. C'est un truc, tout le monde le savait avant, mais bon, on n'en était pas sûr à 100%, on est sûr à 95%. Là, on a toutes les datas, voilà. Plus il y a de visites Chrome, bon, on le sait, le trafic pop, ça a fait exploser le machin, parce qu'on avait le critère trafic Chrome qui était présent dans le leak. Et là, on a aussi notamment tout ce qui est NavBoost. Donc NavBoost, je ne vous fais pas tout un débat sur NavBoost aujourd'hui, parce que mon but, c'est de parler de liens, mais de netlinking et d'off-site plus précisément. Mais en gros, tout ce qui est UX, critères de clic sur les pages, on visite plusieurs pages par visite, on passe beaucoup de temps sur le site, etc., etc. Ce sont des critères où on voit que là, il y a un poids qui est assez énorme quand même, et qu'il y a tout un module qui est important en fait à ce propos. Et donc, NavBoost, c'est un système qui existe beaucoup sur l'interne parce qu'en fait, on navigue beaucoup sur un site en interne et on navigue
un peu moins, on va dire, d'un site externe vers un autre site externe. Enfin, en fait, on clique rarement les backlinks, on clique plus du lien interne globalement. Et donc, toutefois, NatView, c'est un système qui fonctionne sur tous les liens, grosso modo. Donc, si vous avez un guest post qui est cliqué, forcément, le lien a plus de valeur. Là, vous pourriez me dire, Léo, c'est encore de la théorie un peu fumeuse. Il y a quand même Kyle Roof qui l'a prouvé sur du nofollow au Chiang Mai SEO en 2023. Donc, j'étais au Chiang Mai SEO en 2023. Il y a quelques personnes qui sont dans l'audience qui étaient aussi au Chiang Mai SEO en 2023. Et Kyle Roof, qui est un SEO anglophone, voilà, très bon, il a fait plein de tests avec du lorem ipsum en masse et il avait fait des liens nofollow. Et un lien nofollow qui était cliqué transmettait du jus, contrairement à d'autres liens nofollow qui ne l'étaient pas. Et donc, le lien nofollow cliqué ressortait toujours premier sur un pool de 5 liens. Donc, le lien cliqué sur du nofollow, il transmet du jus. Je pense que le lien cliqué sur du dofollow, il en transmet encore plus. Le conseil que je vous donnerais, c'est assez simple. Placez vos liens en haut de page, placez vos liens au top des articles, quoi, dans des boutons et en gras. Vous pouvez y aller, vous pouvez bourriner. Le gras, d'ailleurs, c'est un facteur qui est noté dans le leak. C'est un facteur qui est important dans le leak. C'est un facteur où on dit que si un lien il est mis en valeur, il est plus en valeur que les autres, il est plus visible, il apporte plus de poids, quoi. Et donc, ça dit qu'un lien qui est en footer, en mini, en PX8, ça apporte pas forcément plus de jus. Et un lien qui est en haut de page sur un bouton en gras, là, ça apporte plus de jus. S'il est cliqué, ça apporte encore plus de jus. Donc ça, c'est un peu le Graal. Essayez de faire en sorte que vos liens soient cliqués. Placez pas non plus que des liens dans le chapeau, en bouton en gras, parce que sinon vous allez être spot en termes de pattern de netlinking. Mais si on exclut ça et que vous le faites avec parcimonie et avec intelligence, ça va valoriser vos liens normalement. On va passer un petit coup sur l'ancrage et le spam, qui était un des points qui est assez important. En fait, on sent qu'il y a quand même un gros truc sur l'ancrage et le spam. Ils en parlent plusieurs fois, du spam, etc. Comment est-ce qu'ils combattent le spam dans ce leak, dans ces données, dans ces informations qui ressortent. Ils ont un truc, donc en gros, si on link trop rapidement, il se passe quelque chose, c'est que les liens sont nullifiés. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il y a très, très, très peu de chances de se faire blacklister, pénaliser pour spam. Une des rares, il y a un moyen de le faire, je vais vous l'expliquer à la fin de cette slide, mais en gros, si on link extrêmement rapidement avec la même encre, grosso modo, les liens sont nullifiés. Il y a une stat précise qui est en combien de jours on a découvert 80% de ces encres. Et donc, en gros, si vous faites attaquer par une attaque de negative SEO style 2013, vous allez recevoir de l'encre casino en ligne. Vous allez en recevoir 500 depuis des sites Fiverr. Et quand vous allez regarder, on va voir qu'on a reçu les 500 dans la même journée ou en 2 jours. Donc, grosso modo, si plus de 80% des encres, elles ont été reçues la même journée, c'est mort, quoi. C'est que ça ne fonctionne pas. C'est que Google va les nullifier. Il y a aussi une question de combien de sources fiables pour des sources non fiables. Donc, il y a vraiment un truc avec Google de se dire, il faut que tu ne peux pas avoir que des sources non fiables, grosso modo. Si tu n'as que des sources non fiables, c'est pas fair, quoi. Mais si les gens qui sont fiables disent la même chose que les gens qui sont pas fiables, en fait, globalement, c'est bon. C'est OK. Et le non fiable, donc, tu vois, les sites un peu cheap, ils vont être valorisés parce qu'il y a des sites avec de la valeur qui ont dit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une théorie que j'avais, qu'on pouvait acheter que du cheap et que tout se valait et que à la fin, en 2022, je me disais ça, on achète une commodité, on n'achète pas vraiment une commodité parce qu'il y a un côté quand même fiable et non fiable dans Google. Et non fiable, ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que ça existe mais qu'on n'en est pas sûr à 100%, alors que fiable, on en est plus sûr. Donc, il vous faut des profils de liens qui soient assez diversifiés, avec des sites qui soient plus fiables et des sites qui soient peut-être moins fiables pour optimiser la puissance que vous en tirez. Il y a quand même tout un truc aussi sur la quantité de contenu par rapport à un lien. Donc voilà, chose qu'on savait déjà. On avait arrêté de faire des fermaliens, nous. Ça fait quelques temps. Les Français, on a la vente de liens, on sait le faire maintenant. On a bien optimisé, on a bien travaillé nos process. Ça, on est bien. Donc il y a la question du référentiel page. Donc ça, c'était le chose qu'on connaissait le mieux. Grosso modo, on ne va pas faire un billet de blog dans lequel on va mettre 50 liens externes parce qu'on sait que c'est abusé. Par contre, on a un peu tendance maintenant à faire un site sur lequel on va mettre un lien externe dans chacun des articles. Bon. Ça, c'est aussi un truc qui contrôle. Essayez d'avoir au moins, pour chaque article publié, plusieurs articles sans lien, histoire de diluer un peu le process et de dire qu'on n'est pas une ferme à lien dans le sens où on n'envoie pas un lien dans chaque article. C'est dans le leak. Encore une fois, moi, là, ce n'est pas mon avis. Je vous dis juste des choses que j'ai lues sur Internet. Est-ce que c'est fiable? Les choses qu'on lit sur Internet, on n'est jamais trop sûr. Qu'est-ce qui reste comme manière de faire du negative SEO, du coup? Il reste une manière de faire du negative SEO. C'est vraiment marrant parce qu'en fait, c'est une manière dont j'ai entendu... Paul Sanchez m'en parlait en 2018. Donc voilà, on parle du gars qui avait 7 ans d'avance sur la situation. Il disait la meilleure manière de faire du negative SEO, c'est de faire plein d'encre opti de manière lente et contrôlée sur son concurrent. Et donc de juste de faire comme si tu étais un SEO un peu nul,
qui voulaient forcer un peu trop sur les encres. Et donc, à l'heure qu'il est, une des seules manières de faire du negative SEO, c'est de faire du surancrage, de l'optimisation d'encre lente sur ton concurrent, jusqu'à ce que son taux d'opti soit trop élevé. Ils s'en rendent pas compte. Le mieux, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Parce que s'il est malin et que le gars, il achète du lien pas cher chez Linkuma en masse pour aller diluer tout ça, bon, bah, ça permet un peu de, voilà, ça respire, les encres opti, elles prennent leur poids, etc. Potentiellement, on peut, un SEO malin, il peut et qui se fait attaquer comme ça, il peut surfer dessus, quoi. Il peut en profiter. Si vous voyez qu'il n'y a pas de SEO en face, que c'est pas très malin, vous pouvez surancrer, etc. Et théoriquement, vous pouvez aller taper ça. Parce qu'il va se faire pénal à un moment. Les encres, c'est la seule chose que Google il pénalise encore. Parce que ça le contrôle trop, c'est trop violent pour lui. Et je voulais un dernier point. C'est limite une question ouverte. Si un jour quelqu'un a la réponse, ça serait top. Ma grande question en ce moment, c'est est-ce que la passation du PageRank, elle est pré-Mustang ou post-Mustang? Et là, on arrive un peu sur les concepts un peu plus techniques, mais en gros, Mustang, c'est toute la partie scoring, la partie système, la partie algorithmique de base. Donc, en gros, Google, c'est son algo core, son algo central, c'est Mustang. Et ensuite, il a fait des choses qui augmentent ou diminuent légèrement voilà, les facteurs et le poids de chaque site. Donc, pour qu'un site y rank, il passe chez Mustang, grosso modo. Mustang va te dire, bon, bah, t'es 5e. Et ensuite, on va checker d'autres trucs. On va regarder, par exemple, voilà, est-ce que t'es frais? Est-ce que t'as de la freshness? Ah oui, t'es plus frais que les autres, t'es plus récent que les autres. Bon, boum, t'as un petit up, tu vois, t'as un petit plus 10%. Est-ce que t'as des bonnes datas de clics sur tes pages? Oui, tu as des bonnes datas de clics sur tes pages. Tu as Navboost qui est avec toi. Hop là, plus 10, plus 20%. Etc. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent se rajouter pour définir le scoring final. Et je ne sais pas si, alors qu'il est en gros le système de ranking et le système de passation de jus, il se fait peut-être même, je pense pas, hein, mais théoriquement, il pourrait se faire pré-Mustang, donc simplement basé sur l'autorité, simplement basé sur la puissance des liens qu'on reçoit. Il pourrait se faire au sein de Mustang, donc on va dire avec le calcul sémantique, dont le title n'est pas pris en compte. D'ailleurs, vous noterez le title en bas à droite, c'est un facteur à part. Il n'est pas dans la sémantique de la page. Il n'est pas dans le core de Mustang. C'est un facteur qui est à part et qui vient en plus pour le matching du keyword. Et donc, est-ce que ça se fait au moment de Mustang, au moment où on a le calcul de voilà, la sémantique de la page, elle est comme ça, l'autorité, elle est comme ça, etc. On rank top 5 sur tel truc, etc. etc. Est-ce que c'est là où on définit le jus qu'on va passer, le page rank qu'on va passer, ou est-ce que ça se fait après tout ça? Après le calcul du homepage trust, du document length, de title, de short content score, etc. etc. Et en gros, est-ce qu'il y a un boost si jamais vous avez un bon Navboost, donc une bonne UX, est-ce qu'une bonne UX va booster le PageRank qu'on va recevoir? Franchement, alors qu'il est, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais je voulais ouvrir ma conférence tranquillement sur une question à laquelle on n'aura probablement jamais la réponse. Si jamais vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner directement, que ce soit ici sur Twitter ou même après à la place des questions. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez été intéressé par mon histoire qui part de ma première fois jusqu'à maintenant où j'ai étudié comment faisaient les meilleurs professionnels. Et j'espère que vous allez tous passer une bonne journée et des bonnes conférences. Hello Léo, merci beaucoup pour cette conférence, c'était vraiment super. Je pense que ça a pas mal plu dans le chat, il y a eu pas mal de réactions. Si tu veux bien, on va commencer avec la première question. Vas-y, avec plaisir. Allez, alors Bison, il n'a pas menti, il avait vraiment plein de questions, il en a déjà posé 4. Alors la première, c'est est-ce que le RD est la seule métrique à ne pas être manipulable? Après, c'est également la qualité des RD qui compte. RD super facilement manipulable, tu fais une redirection et ça explose ton nombre de referring domain. Si tu vois assez vite hein, les sites boostés RD redirection, mais après tu peux même acheter du lien pas cher en fait. Si tu achètes du lien sur Fiverr vraiment pas cher en masse, tu manipules tes RD. Après, s'ils pensent à DR de chez Ahref, potentiellement le DR il est un poil plus compliqué à manipuler que les autres, je dirais. Il est assez solide quand même, mais il est assez facilement manipulable. Tu tapes manipulate DR, increase DR sur Fiverr, c'est bon, pour 5 $, tu as ton boost. Quoi. Ok, top. Bon, ensuite, il a encore posé une autre question, Bison, il a pas mal, hein, mais qu'est-ce qu'un bon prix pour un lien rapport prix métrique? Sachant que c'est assez large. Ça, c'est super compliqué à faire et c'est pour ça que là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait, mais il y a des fois où je le fais. J'aurais pu mettre dans la SERP, dans les slides même, en fait, juste des flashs de métriques et dire, OK, à combien vous pricez ça, tu vois, et c'est vraiment faire une partie du juste prix du lien. Je ne l'ai pas fait pour le coup, mais c'est super. On pourra en parler en privé, limite, Bison, mais ouais, c'est pas simple, hein, en vrai, de pricer ça. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais voilà.
tu prends un peu de trafic, un peu de TF, un peu de CF, un peu de tout, et tu te dis, OK, à combien est-ce que je suis prêt? En fait, tu te dis à combien est-ce que je fais une bonne affaire quand tu vois ça. Et quand tu sais à quel prix tu fais une bonne affaire, bon, bah, achète à ce prix-là, quoi. Parce qu'il y a des bonnes affaires qui existent, beaucoup. Trop bien. Ok, super. Alors, je prends la suite avec la troisième question de Bison. Quel est, selon toi, le top des liens rares? Les liens les plus rares, c'est le lien homepage. Un lien homepage, c'est le plus compliqué à acheter. Un bon lien homepage, un lien homepage bien positionné, pas un lien homepage positionné en footer, en zoom, pas un lien homepage en sidebar un peu chelou qui passe en footer quand tu es en mobile. Un vrai bon lien homepage, genre une bannière top homepage par exemple. Voilà. Ça, c'est un truc qui est dur à choper. Un lien homepage où tu n'as pas des masses de monde, ouais, ça, je pense que c'est le plus compliqué alors qu'il est honnêtement. J'ai pas mal de potes qui me disent aussi qu'ils galèrent à trouver des liens avec trafic croissant. Donc, en gros, des sites où tu vois qu'ils sont en pleine croissance, que le site il a une bonne santé, etc. etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué à trouver apparemment. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lien difficile à trouver? Bon, ça, déjà, c'est quelque chose. Et des liens pas chers, hein, des très bons liens pas chers aussi, c'est pas simple. Je pense à un site, par exemple, vous allez rire, hein, mais pour moi, c'est un des meilleurs liens que tu puisses acheter qui s'appelle, je crois que le site, c'est gayvoyageur.com. Et donc, c'est un site sur un gars qui fait qui est gay et qui fait des voyages dans plein de pays pour savoir s'ils sont gay-friendly ou pas. Le site, il a balle de trafic et tout, et personne va dessus parce qu'en fait, le fait qu'il y ait thématique gay, ça freine un peu les gens, quoi. Et en fait, quand tu regardes les mots-clés, c'est pas du tout orienté sexuel, donc tu sais que le site, il est pas dans ce côté-là du côté gay. Il est juste dans le côté, bon, bah voilà, est-ce que c'est OK d'un point de vue LGBT d'aller dans les pays? Bête de trafic, le site vaut 5 €, bête de métrique, enfin voilà. C'est le genre de choses qui est value à mon avis et que les gens s'autorisent pas à faire parce qu'ils aiment pas trop prendre de risques alors que c'est le genre de truc qu'il faut faire, quoi. Ok. Petite question de Frédéric qui dit, question de noob, le clic avec un Chrome en navigation privée est aussi efficace qu'un clic sur un lien en mode connecté? Je pense que plus t'as de green flag, mieux c'est. Donc si t'es connecté, c'est mieux. Si t'es en nav privé, je pense que c'est aussi OK parce qu'en fait, ça fait de la data globale. Ils en profitent, ils utilisent. Je pense pas que ça soit vraiment. Bon, peut-être que tu as 20% de plus de valeur si tu es en connecté. Mais personnellement, si j'étais Google et que je devais calculer nav privé ou pas, j'irais, quoi. Ok. Alors, je prends la suite des questions. Qu'est-ce qu'est une source fiable pour Google? Super compliqué à définir, mais il y a les sources fiables originelles. Ça, c'est un peu la meilleure manière dont on a de s'en rapprocher. Et grosso modo, c'est les sources fiables qui avaient été définies au tout début par l'annuaire de Mohs, je crois. C'est eux qui ont défini le TTF et les trucs comme ça et les catégorisations. Donc ça, c'est un peu la manière originelle. Et il y a encore des trucs dans l'algo Google à l'heure qu'il est qui parlent de ces sites-là, des sites seed, comme on les appelle. Donc c'est les premiers sites qu'on définit ce que c'était la fiabilité. C'était les sites fiables qu'on a définis. Tu sais, il y en avait, je sais plus, quelques 1500 ou 2000. Et en fait, il y avait eux, ils étaient PageRank 10, grosso modo. Et ensuite, on a dérivé ça et on a dit, OK, bon, bah, leurs liens, ils vont être PageRank 9. Les liens de liens, ils vont être PageRank 8, etc. Et donc, à la base, c'était la proximité que tu avais en termes de netlinking avec un des sites seed qui définissait ta fiabilité. Maintenant, ça s'est remélangé, ça s'est remixé. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais grosso modo, c'est ce qui se rapproche le plus de la fiabilité. Je pense que je peux te dire vraiment, c'est ça. Le reste, sinon. Ok, merci. On a ensuite, il y a pas mal de questions, c'est trop bien, là, Ouais. ça enchaîne. On a encore 10 minutes, donc on a encore un peu de temps. Donc il y a Mohamed qui pose une question. Est-ce que la classe dans l'adresse IP pousse aussi le référencement? J'ai déjà fait les tests et j'ai du mal à identifier. En tout cas, il y a une différence. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que la classe dans l'adresse IP, la classe, ouais, genre classée, c'est comme ça pousse le référencement. Ouais, moi je suis pas sûr, je pense pas. Je pense que même d'un point de vue sous-domaine, c'est un peu limite. Je pense que tu pousses. Je pense que Google, il peut dire qu'un sous-domaine, c'est un site qui est différent. Donc je pense que si tu parles de linker, d'avoir ce niveau, du débordement d'autorité et de la propagation d'autorité au niveau de la classe de l'IP, je pense que ça va pas jusque-là. Ok. Merci à toi. Alors moi j'ai une question de Guillaume qui demande, pour les marchés où les liens sont très chers, la Suède par exemple, est-ce que ça vaut le coup de monter son propre PBN? Ouais, je l'ai fait un peu pour le Japon parce que c'est un enfer comme en Suède, le Japon. On est sur le même genre de problème. Mais est-ce que ça vaut le coup de monter son PBN? En fait, le truc c'est que ce qui va se passer, tu vas monter ton PBN. Tu vas snapper des domaines suédois ou des .com sur lesquels tu vas foutre du contenu suédois. Tu vas ranker un tout petit peu. Donc, tu auras un peu pas mal de domaines un peu moyens, etc. Si jamais tu rankes, parce qu'en fait, potentiellement, tu ne vas pas ranker, etc.
En fait, ouais, moi, je me dis, mon métier, c'est pas de construire des PBN suédois. Mon métier, c'est de ranker en Suède, quoi. Si je dois construire des PBN suédois, ça nécessite beaucoup de travail. C'est souvent, en fait, même quand ça paraît être une bonne idée, ça finit par pas être une bonne idée parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux les faire. Et si, en fait, alors qu'il est les liens suédois, ils se négocient encore à 500 € le lien, c'est sûrement parce que personne n'a réussi à faire des bons sites suédois avec du traf et à vendre du lien dessus, tu vois. Et ouais, il y a des fois où je me dis, ouais, ça s'est pas fait parce qu'il y a des Suédois qui font du gatekeeping et du coup ils mettent les prix hauts, etc. Mais je me dis, alors qu'il est, les Indiens, ils essaient tellement de vendre du lien partout que s'il y avait du lien suédois qui pouvait se faire à moins cher vraiment, tu vois, avec moins d'investissement, moins d'énergie, etc., bah ça serait déjà le cas. Mais je suis mitigé, c'est peut-être le seul cas où ça serait ok de faire du PBN, les endroits où les liens sont très chers, donc Suède, Norvège, et puis Japon, Corée, etc., quoi. Ok, très clair. Petite question d'Abdel autour du négative SEO. Il te demande, donc je reçois beaucoup d'encre spam en négative SEO. Tu en penses quoi? Je n'ai pas encore vu d'effet sur le ranking. Ouais, bah alors s'il reçoit tout dans la même journée, c'est ok, grosso modo. Et si les encres, elles sont spammies et qu'elles sont super loin de sa thématique, Google, il va trier aussi. Si les sites, ils sont low quality, etc., Google, il va trier. Le seul cas qui est risqué, c'est si quelqu'un lui achète des sites qui sont plutôt décents et qui lui fait des liens optiques qui sont sur ses mots-clés et qu'en fait, il le fait trop. Et c'est vraiment un cas où, j'ai jamais vu un SEO avoir la détermination d'acheter du bon lien avec des bonnes encres pour son concurrent, parce que tu sais, c'est vraiment genre donner du. Tu lui offres des petits cadeaux. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est abusé. Mais en gros, c'est le seul cas, et que tu ailles trop loin et que tu dépasses les niveaux d'opti tolérables, et à ce moment-là, Google, il va te péter. Mais mis à part ça, il y a quand même peu de chance. Et puis, personne fait ça. Il faut être déterminé pour faire ça, quoi. Il faut être sûr que ça va marcher. Si ça marche pas, t'as juste boosté ton concurrent. Genre, parce que des fois, les niveaux d'optimisation, tu peux monter très haut sur certains domaines, sur certaines thématiques. Puis Google, il est tolérant. Et puis si le gars, il désoptimise. Donc, je déconseille de faire du négatif, surtout du négatif comme ça. Il y a peut-être encore des trucs à faire avec des systèmes de duplicate content et tout. Mais bon, ouais, c'est chaud. Ouais, grosso modo, ça marche plus trop, quoi. Super compliqué à faire, ça. Ça roule, merci. Alors, il y a Kisscool qui nous demande, est-ce que les leaks apportent un nouveau regard sur la stratégie netlinking d'un nom de domaine neuf, entre parenthèses, confère lien neuf puissant versus backlink vieux par définition? Moi, j'aime là où ça a changé ma truc sur les noms de domaine qui étaient neufs, c'est sur la part de liens que je mets sur la homepage. Il y a un facteur duquel j'ai pas parlé, mais qui disait qu'en gros, un lien vers la homepage, il bénéficie à tout le site. Et du coup, il y a tout un truc comme ça. Donc, grosso modo, j'essaie de faire plus de liens homepage. Avant, je me disais juste que la homepage était un site comme les autres et que le PageRank circulait au sein du site par les liens de manière naturelle. Maintenant, ce que je fais, c'est que je me dis que la homepage mérite du lien parce qu'elle va bénéficier à tout le site globalement. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a quand même une théorie où tu peux. Ça, c'est un peu alambiqué encore, mais bon, on est là pour ça aussi. C'est de re-homepagiser son site. Et grosso modo, si tu mets tous tes liens et que beaucoup de liens, tout ton PageRank interne ramène sur une seule page qui n'est pas ta homepage, je pense que tu peux définir une nouvelle homepage pour ton site et que Google aura l'impression que cette page-là, il théorisera que cette page-là, c'est ta homepage, que c'est la page la plus puissante de loin, etc., etc. Mais ça, c'est des théories un peu fumeuses. Je vous déconseille de faire ça. Voilà. Faites pas ça. Faites des choses simples qui marchent, mais théoriquement, je pense que ça peut fonctionner. Ok, très clair. Merci. Question de Yuko sur les encres. Est-ce que tu aurais une répartition au niveau des encres opti, semi-opti et non-opti? Ouais, c'est opti, ça dépend de ta thématique déjà, grosso modo. Si tu es sur des thématiques si tu te poses cette question, c'est que tu es sur une thématique qui peut être intéressante. Si tu es sur une thématique qui est vraiment chaude, on va dire, tu peux monter à 10%. En fait, moi, maintenant, je fais beaucoup de semi-opti. Je trouve que le semi-opti, c'est mieux. Et après, je fais le forceur sur le semi-opti. Mais peut-être que je le fais à... Maintenant, je fais du 40%, 50% semi-opti. Je fais que du semi-opti quasiment. Et ensuite, peut-être un ou deux liens qui sont opti. Et ensuite, j'essaie de diluer le reste avec du non-opti. Mais moi, je te déconseille de faire ce que je fais. Je le fais parce que mes clients, c'est des dalleux et parce que j'ai une âme de forceur. Mais voilà, si vous faites des trucs safe, évitez de faire ça, je pense. Trop bien. Merci à toi. Alors, on a encore pas mal de questions. Alors, on va prendre la question d'Arnaud. Est-ce que tu penses qu'un ancien domaine Genius qui ne serait plus dans Genius conserve des propriétés intéressantes pour l'indexation?
Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais à tester, faut voir. Je crois qu'à partir du moment où tu es dans le business publisher center, tu as de la facilité à l'indexation. Donc il y a quand même un côté où tu passes déjà peut-être un critère avec ça. Mais si tu étais un ancien Genius et que tu n'es plus Genius, si tu me dis que tu n'es plus Genius, c'est que tu n'as plus les bénéfices d'un Genius. Donc si tu n'as plus les bénéfices d'un Genius, tu n'as peut-être plus le bénéfice à l'indexation non plus. Donc je pense pas que ça soit ça s'ouvre. Ah, j'entends quelqu'un dans le chat qui dit que ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui manie du Genius. Donc, Ensuite, j'avais une petite question. Alors, on ne l'a pas posée, je l'ai retrouvée. Est-ce que des liens depuis X, ça fonctionne? Et est-ce que tu en penses quoi, grosso modo, des liens depuis X? On parle de X, de quel type de X? Le X.com Surtout vu le titre de la conférence et tout ça, j'avoue, ça peut porter à confusion depuis Twitter. Lien Twitter. Non, lien Twitter, je pense que ça dépend de ce que tu en fais. Si c'est cliqué, en fait, ça apporte de la puissance parce que ça apporte un espèce de bénéfice global. Je sais pas, honnêtement. Si ça, enfin, tu vois, pour moi, c'est OK. Tout apporte de la puissance à partir du moment où c'est cliqué. Si c'est pas cliqué, ça apporte pas de patate. Puis voilà, quoi. Enfin, sauf si c'est pas cliqué, mais Genius, pas cliqué, mais ça a du trafic, pas cliqué, mais c'est un vrai guest post qui a du page rank, etc., etc. Ensuite, sur les réseaux sociaux ou tous les trucs en général, si c'est cliqué, ça apportera un petit truc, quoi. Je te dis pas que c'est de l'autorité du jeu, etc., mais ça apporte un petit boost. OK, trop bien. Alors, on va faire encore 2-3 questions. La question de Damien, est-ce que la suppression massive de liens est plus risquée en négatif versus les encres exactes sur du long terme que tu as cité? Ouais, c'est marrant parce que la théorie de Paul Sanchez à l'époque en 2018, c'était vous faites beaucoup de liens suroptimisés vers votre concurrent en boucle. Et si vous voyez que, au bout d'un moment, ça marche pas, tous les liens que vous avez fait, boum, vous les enlevez tous. Et du coup, ça te donnait le truc, genre tu suroptimises, tu tentes le coup de suroptimiser. Et si ça marche pas, de la suroptimisation, tu peux tout couper, tu vois, d'un coup, et potentiellement Google, il va dire c'est pas normal de perdre tous ces liens. Et je pense aussi qu'il y a vraiment un truc où tu coupes tout, t'interlinkes tout et tu fais des encres chelous, etc. Enfin, peut-être tu fais exactement ce que j'ai fait avec mon PBN en pensant que c'était bien. Et normalement, tu peux finir par faire pénaliser un gars parce que si Google il voit que ça fait n'importe quoi sur le modèle de linking derrière, c'est que tu as forcément un SEO qui essaie de manipuler, quoi. Ok. Trop bien. J'avais une petite question de Midouille. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du lien positionné? Qui est une bonne question, qui est assez intéressante. Ouais, moi je trouve que lien positionné, alors ça dépend, lien positionné à trafic ou sans trafic. Lien positionné sans trafic, ce que je faisais historiquement, c'est que je récupérais, j'achetais que dans le top 50 en général. Parce qu'en fait, si tu es dans le top 50, c'est que Google, il t'a quand même. Peut-être tout ce qui est au-dessus du top 50, ça varie de ouf, ça bouge dans tous les sens. Tout ce qui est en dessous du top 50, c'est quand même assez dense sur les mots-clés dans lesquels je travaille. Potentiellement, sur vos mots-clés, c'est peut-être du top 30, c'est peut-être du top 20. Et en fait, c'est aller chercher des sites qui bougent pas trop. Parce qu'un site qui bouge pas trop, ça veut dire que Google, il arrête de le tester, il arrête de le faire varier. Il l'a posé ici, il l'aime bien. Et donc, potentiellement, il est dans l'index flash, quoi, dans le bon index, l'index golden. En fait, le but d'acheter du lien positionné, c'est quand même avoir cet index golden. Parce que si tu achètes du lien positionné top 70 et que le lendemain, ton lien, il bouge ailleurs et il est plus top 100, c'est qu'il n'était pas dans le bon index et Google, il testait des trucs, il était en mode random, il remplissait son top 100, quoi. Donc, ouais. Mais après, le mieux, c'est lien positionné à trafic. Lien positionné sur tes mots-clés, c'est toujours intéressant sur le top 20, etc. C'est puissant, hein, ça marche bien, mais je trouve que c'est un poil plus dangereux parce que tu sais jamais trop c'est quoi la limite index primaire, index secondaire sur tes keywords. Ok. Écoute, génial. On a fait le tour des questions. Il est quelle heure? Il est 59. Ouais, le timing 59. Est plutôt bien. Bon, pardon. On a Joanie et Clément qui viennent d'arriver pour leur conférence également. Donc, on est parfait. Merci beaucoup. Léo, merci beaucoup pour ton partage, ton temps. Toujours merci. Merci à vous. C'était un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous laisse entre de bonnes mains avec Joanie et Clément. Merci à toi. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, salut. Salut Léo. Ciao.